Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire 22 du Dynamique. Je suis Marielle Jaoudi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour animer ce webinaire qui va porter sur la protection des innovations numériques aujourd'hui. Comment est-ce que je choisis la bonne protection et comment est-ce que je construis une stratégie de protection efficace quand j'innove et quand j'utilise les outils numériques performants et notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce webinaire a été préparé et co-organisé avec un partenaire Alpha Route des Lasers de Dynamique. Je vous rappelle rapidement le programme. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir trois intervenants de qualité. D'abord, Monsieur Thierry Vert, qui est associé fondateur et consultant pour EASY, et qui est l'abréviation en fait innovation, sécurité de l'information et expertise. Vous allez nous expliquer ce que cela signifie vous allez nous rappeler quel est l'enjeu de la protection industrielle quand on innove, notamment dans le numérique. Ensuite, nous avons Monsieur Gaëtan Lasserre de l'agence Ypsilon. Vous êtes associé et vous êtes spécialiste consultant en propriété intellectuelle sur les brevets. Donc, on va particulièrement traiter cette partie-là. Et ensuite, nous avons Monsieur Thomas Cavasset à la fin. Vous êtes juriste propriété intellectuelle à l'Agence pour la protection des programmes. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous parler d'autres moyens, au-delà de brevets, s'il en existe tel, de la protection des actifs numériques. Mais avant de vous laisser la parole, je vous rappelle juste le contexte de l'organisation de ce webinaire et comment est-ce que les entreprises, une fois qu'elles ont détecté des enjeux ou des problématiques, pourront aussi bénéficier d'un soutien. Parce que ce webinaire, je vous rappelle, il est organisé dans le cadre d'une action qui est cofinancée par l'Europe et la région de Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Dynamique, qui est un EDIH européen, European Digital Innovation Hub, en fait. EDIH, c'est un écosystème d'innovation digitale européen et qui permet, en fait, aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine de vous aider à identifier et à intégrer les bonnes technologies numériques avancées à base d'intelligence artificielle pour se moderniser, gagner en productivité et efficacité et devenir plus compétitifs. Donc, les entreprises, que vous soyez manufacturières au service à l'industrie, avec une activité en Nouvelle-Aquitaine, production ou une usine ou un établissement actif, à partir du moment où vous au consolidé ne dépassez pas l'effectif de 3000 personnes, vous pouvez venir nous voir pour un soutien pour intégrer cette technologie-là. Nous proposons une sorte d'opportunité et il y a déjà plus de 100 entreprises aujourd'hui qui ont saisi cette opportunité pour gagner en maturité et détecter des bonnes technologies pour intégrer dans leur entreprise. Quelle que soit finalement la brique organisationnelle, nous pouvons travailler sur votre problématique personnalisée ou si vous ne connaissez pas encore des cas d'usage qui peuvent vous apporter des gains d'efficacité, nous pouvons vous aider aussi à les identifier, les prioriser et travailler sur les technologies qui sont efficaces pour vous, qui seront porteuses de retour sur investissement. Donc, les accompagnements se passent au sein d'un parcours client et il y a des différentes étapes qui sont pour les premières sans reste à charge, d'autres avec un reste à charge. Mais cette contractualisation, elle est progressive et nous allons vous proposer des services sur mesure personnalisés avec des informations et des discussions avec vous à chaque étape. Donc, pas de souci, on ne vous impose pas des choses, on co-construit avec vous les solutions adaptées pour votre entreprise. Et sachez que nous avons mis en place pour vous accompagner un catalogue de services qui s'adapte à tous les niveaux de maturité digitale, quelle que soit votre position aujourd'hui. Donc, en colonne, vous lisez les différents services qui peuvent s'adapter aux différents niveaux de maturité, qui soient bas, avancés ou très avancés. Et en ligne, vous avez les différents services qui peuvent vous aider à tester, expérimenter, détecter des technologies construire des prototypes, développer aussi des solutions avec nous.
vous aider à former vos équipes, les sensibiliser à ces technologies, aussi sensibiliser aux enjeux de sécurité, de souveraineté, de développement durable, ce qu'on appelle intelligence artificielle digne de confiance, pour que ça se déroule pour le mieux pour votre entreprise. Et bien sûr, comme ces projets nécessitent des investissements, nous avons des services pour vous flécher les bons dispositifs financiers pour accompagner le déroulé de ces différents projets. Derrière Dynamique, donc vous avez ADI, l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine, qui pilote le dispositif, mais vous avez 13 partenaires qui, dans leur expertise naturelle, si je peux dire historique, peut intervenir, que ce soit sur la formation, sur les tests et innovations, expérimentation ou l'accompagnement au financement. Donc, vous voyez que c'est un écosystème qui est très riche et très spécialisé pour vous aider à monter en compétences et bien prendre le train de ces technologies numériques à vos côtés. J'ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup. Je reste avec vous tout au long de cette conférence s'il y a des questions et je passe tout de suite la parole à Monsieur Thierry Vert. Merci Maria Merci. pour cette présentation. Donc je suis Thierry Vert, je suis consultant en sécurité de l'information, expert de justice près la Cour d'appel de Lyon et je suis aussi membre de la commission de normalisation AFNOR de la norme ISO 56001, c'est-à-dire qui traite des systèmes de management de l'innovation. Je vais, en une quinzaine de minutes, vous faire une synthèse d'un retour d'expérience sur la protection d'un portefeuille d'innovation dans le cadre de la sécurité de l'information. Donc, dans un premier temps, je souhaite redéfinir la notion d'innovation. Donc, on a la chance donc d'avoir une norme qui est très récente, qui est sortie en septembre 2024, pardon, donc qui est la norme ISO 56001, donc qui est les systèmes de management de l'innovation ou SMI, où le processus d'innovation a été défini comme un ensemble structuré d'actions visant à transformer des idées en valeur ajoutée pour une organisation. Donc ça, c'est le premier axe de ma présentation. C'est de comprendre quelle innovation pour après comprendre comment la sécurité de l'information doit être appliquée. Dans un processus d'innovation, on a un certain nombre de phases, 10 phases typiques, où on part en général d'opportunités. Donc les opportunités, ce sont des idées, ce sont des expérimentations. On a des objets d'innovation qui sont souvent peu formalisés. Et grâce au processus du système de management de l'innovation, ces opportunités donc, vont grandir sous forme de concepts. La norme ISO 56001 apporte l'ensemble des outils justement pour faire les tris au niveau des concepts, les prioriser selon des critères de délai, selon des critères financiers, pour arriver à la notion de concept validé. Et les concepts validés deviendront des solutions qui seront par la suite des solutions industrialisées. Et donc, l'ensemble de ces 5 phases sont regroupées au sens du système de management de l'innovation, donc dans ce que l'on appelle les portefeuilles d'innovation. Ces portefeuilles d'innovation intègrent une notion très importante de la sécurité de l'information, qu'on verra dans la slide suivante, ce qu'on appelle la notion d'actif. On entend au sens de la sécurité de l'information, bien entendu, l'ensemble des actifs numériques, mais pas seulement. Il faut prendre en compte les processus, les propriétés intellectuelles, les prototypes. Et c'est cet ensemble d'actifs qu'il est essentiel de protéger dans le cadre d'un portefeuille d'innovation. Et donc, pour amener la dimension sécurité de l'information, il faut appliquer
les deux grands piliers fondamentaux de la norme, donc ISO 27001, donc dans sa dernière version qui est la version 2022, donc système de management de la sécurité de l'information, très souvent qui est raccourci en SMSI. C'est-à-dire qu'en termes de piliers fondamentaux de sécurité de l'information, il y a deux éléments qui sont clés. La cartographie des actifs, donc au sens actif de la slide précédente, au sens d'actif, par exemple, de l'innovation. On peut, bien entendu, la norme ISO 27001 peut s'appliquer pour une organisation au sens large et dépasser la dimension de l'innovation. Dans le cadre de ma présentation, voilà, l'idée, c'est qu'on a les actifs du portefeuille d'innovation que l'on va sécuriser avec la sécurité de l'information en faisant donc une cartographie des actifs complétée par un élément qui est primordial, c'est ce qu'on appelle une analyse de risque. Analyse de risque pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion peut-être de travailler en système de management de la qualité qui est apparu dans la norme ISO 9001 depuis 2015. Donc, la cartographie des actifs. Les étapes clés pour cette cartographie des actifs et des processus sont les suivantes. Donc, la première chose, dans le cadre d'une d'une cartographie des actifs d'un projet d'innovation, c'est identifier les parties prenantes. Parties prenantes, bien entendu, internes au système de management de l'innovation, la direction, le service R&D, la production, les collaborateurs. Donc, on a les parties prenantes internes. Il faut bien entendu identifier les parties prenantes externes, tout naturellement le duo client-fournisseur, éventuellement des partenaires, mais aussi un certain nombre d'acteurs. Je pense par exemple aux acteurs qui nous ont été présentés sur la dernière slide de Maria, c'est-à-dire un ensemble d'écosystèmes d'un territoire qui est en capacité de vous assister techniquement, financièrement. Donc, on a des acteurs traditionnels, je pense par exemple à la BPI, BPI France, bien entendu, va être un acteur important à prendre en compte dans la cartographie des actifs. Un élément clé de la cartographie des actifs, c'est les processus. On ne peut pas faire de cartographie des actifs au sens de sécurité de l'information sans comprendre le métier, sans comprendre le processus de direction, les processus support, les processus métiers et les autres processus. Là, une entreprise, une organisation qui sera par exemple certifiée ISO 9001 aura déjà fait ce travail et on peut bien entendu appuyer un système de management de la sécurité de l'information et un système de management de l'innovation sur un SMQ, un système de management de la qualité. Et c'est seulement à partir de la phase 3 où on va commencer à parler sécurité de l'information. On va commencer à identifier et typer les informations par processus. Alors, on va commencer par identifier les informations métiers, personnel, financier. Mais là, la dimension sécurité de l'information, c'est-à-dire la dimension informatique de la sécurité de l'information, déjà, vous constatez qu'elle apparaît pas dès le départ, elle apparaît après avoir identifié les parties prenantes et la description des processus. Par la suite, quand nous avons donc identifié chaque information, on va pouvoir classifier cette information selon 4 critères traditionnels de la norme ISO 27001, c'est-à-dire les critères DICT pour disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Très souvent, quand j'interviens en audit ou en expertise, on prend les travaux que je suis amené à analyser et challenger vis-à-vis de l'état de l'art ne challenge que la confidentialité. En fait, la sécurité de l'information doit aussi se poser des questions en termes de disponibilité. Disponibilité, la plupart des organisations maintenant utilisent par exemple des solutions numériques, des solutions de cloud computing. La disponibilité simplement d'un lien Internet, c'est quelque chose qui est très important. En matière d'intégrité, c'est aussi une information qui est très importante. Vous transférez un document à une partie prenante, il faut avoir l'ensemble des mécanismes pour que le document que vous véhiculez, par exemple, via une adresse de courriel, soit le reflet parfait de ce que vous avez voulu envoyer. Confidentialité, je passe parce que c'est le terme qui est le plus
connu et le plus facilement, on va dire, définissable par des personnes qui, on va dire, ne sont pas forcément experts du domaine de la sécurité de l'information. Et la traçabilité est dernier élément très important, tracer l'information, notamment en cas d'incident, pour être capable de comprendre comment une information a été véhiculée, comment elle a pu être éventuellement altérée. La dernière étape de la cartographie des actifs, c'est la définition donc, des acteurs, des ressources et des permissions d'accès associées sur ces informations. Voilà. Donc, ceci permet de définir très rapidement qu'est-ce qui doit être fait dans une cartographie des actifs. Et donc, on peut résumer l'ensemble de ces éléments. Donc, analyser, cartographier chaque processus en précisant les acteurs et parties intéressées, les activités, les responsables, les informations traitées, les supports utilisés, les flux d'informations, les solutions de sauvegarde et les solutions cloud nuagiques. On va par exemple décortiquer un processus, par exemple un processus de production. On va se poser quels sont les acteurs, quelles sont les étapes clés, quels sont les responsables. En matière de sécurité de l'information, les responsables, on parle plutôt de propriétaires. Et à partir de là, on rentre dans les informations, les supports utilisés. On va par exemple expliquer dans un process de production, on doit transférer à une commande numérique par exemple, des ordres de machine via un support USB. Et là, à partir du support USB, on va commencer à se poser des questions sur le support. On sait que le support USB peut être un vecteur fort en matière de vecteurs de logiciels malveillants. Donc voilà un peu le principe de l'ensemble de la cartographie des actifs. Et le deuxième donc, pilier de la norme ISO 27001, donc c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est à partir de cette cartographie des actifs, c'est-à-dire quand on aura bien compris l'entreprise, quand on aura bien compris son écosystème, quand on aura bien compris quels sont les actifs, comment ils fonctionnent, comment ils se véhiculent, sur quel support, là, il va falloir se poser les questions des risques. Et le risque, en France, on a la chance d'avoir l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui est une agence qui est directement rattachée au Premier ministre français. Ça, c'est quelque chose que j'aime à rappeler parce que dans le cadre de la sécurité de l'information en France, il y a eu un choix fort qui a été fait en 2007 sous le premier gouvernement Sarkozy, c'est-à-dire c'est vraiment de raccrocher la sécurité de l'information au Premier ministre. Ça n'a pas été raccroché sur un ministère numérique ou un ministère de l'économie, non, c'est directement raccroché aux plus hautes sphères de l'État français. Et dans ce cadre-là, l'ANSSI, donc cette agence, a développé une méthode qui s'appelle IBIOS RM, RM pour Risk Management. Donc, je vais très rapidement vous illustrer avec cette slide qui est issue donc d'une source qui est présentée à l'écran. En fait, l'analyse de risque en matière de sécurité de l'information, bien que cette méthode IBIO-CRM peut aussi être utilisée dans un cadre non informatique. Mais voilà, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est une méthode qui se décompose de 5 ateliers. L'atelier 1, en fait, c'est l'atelier de cadrage et socle de sécurité. En fait, on va interviewer l'ensemble des responsables de processus que nous avons vus dans la slide précédente sur des éléments simples qui sont ce qu'on appelle les événements redoutés. C'est-à-dire, en fait, c'est une interview, on va poser vis-à-vis, par exemple, d'un responsable de production par rapport à des collaborateurs qui sont dans une chaîne de production, dans le cadre des actifs que nous avons identifiés, quels sont pour toi les événements redoutés? Les événements redoutés vont prendre différentes formes. Par exemple, un responsable de production va dire, moi, si par exemple, le lien Internet tombe en panne, ça arrête la production. Un responsable d'un service RH va plutôt avoir des attentes propres à la donnée personnelle qui sont pilotées par le RGPD. Un responsable financier, lui, va plutôt avoir des inquiétudes sur tout ce qui est intégrité d'information. Donc là, en fait, par rapport à la carte des actifs, on va piloter l'ensemble des actifs qui ont été identifiés avec ce scope événement inattendu. L'atelier 2, on pivote à 180 degrés. On se tourne vers l'extérieur de l'entreprise. Quelles sont les sources de risque?
là, en fait, l'état de l'art nous aide beaucoup parce que les risques, hein, les personnes malveillantes, que dans notre jargon on appelle les cyberpirates ou les hackers, en fait, l'état de l'art documente clairement euh, leur, euh, leur- les actes potentiels malveillants qu'ils peuvent faire. Donc, rançongiciel, attaque de déni de service, usurpation d'identité. Donc, dans cet atelier 2, voilà, on va regarder l'externe d'entreprise. Les ateliers 3 et les ateliers 4 vont permettre de synthétiser les deux premiers ateliers avec des scénarios stratégiques qu'on va transformer en scénarios opérationnels. C'est-à-dire qu'à partir on va dire, des événements redoutés de l'atelier 1, inattendus, et des sources de risque, on va se poser des questions. Quels seraient les scénarios possibles stratégiquement et opérationnellement qui pourraient mettre à mal la sécurité de l'information, du système de l'information de l'organisation en général et de l'innovation en particulier. Et la méthode IBIOS-IREM, elle se conclut par l'atelier 5, où en fait, c'est un traitement du risque, c'est-à-dire que le risque, chaque risque identifié à l'issue de l'atelier 4 vont être classifiés selon la matrice très traditionnelle probabilité et impact, c'est-à-dire les risques ont une probabilité plus ou moins forte et un impact plus ou moins fort. Et donc, en fait, on classe les risques et l'atelier 5 met en place ce qu'on appelle un plan d'action de traitement du risque. Et l'objectif en matière de sécurité de l'information, c'est de réduire le risque, c'est-à-dire un risque qui avait une probabilité forte, c'est de mettre en place des mesures pour faire que le risque n'arrive pas, en sachant que le risque zéro en matière de sécurité de l'information n'existe pas. Voilà. Et donc, la finalité de l'analyse des risques, c'est la mise en œuvre de mesures. C'est-à-dire que concrètement, je vous ai présenté cette slide où vous avez en bas les actifs, donc actifs au sens des actifs que l'on peut identifier dans le portefeuille de l'innovation. Donc, ces actifs présents au centre des vulnérabilités. Donc, un actif qui, par exemple, vous avez une idée, un concept que vous faites véhiculer par un courriel. Cet actif, si vous utilisez un vecteur de type courriel, on sait que les courriels sont permissibles. Donc là, vous avez une vulnérabilité. Cette vulnérabilité va engendrer des menaces qui l'exploitent. Donc, du coup, on augmente le risque. Donc, l'objectif de l'analyse de risque, qui fait suite à la cartographie des actifs, c'est de mettre en place des mesures. L'ensemble des mesures, vous en utilisez au quotidien. Typiquement, par exemple, un mot de passe complexe, un mot de passe qui comporte beaucoup de caractères, c'est une mesure. C'est une mesure qui permet de réduire une vulnérabilité, donc de réduire un risque. En 2025, on sait que le mot de passe n'est pas suffisant. Donc, vous allez plutôt aller vers de l'authentification à deux facteurs. Vous savez, les mécanismes qui vous imposent de saisir un code sur un téléphone. Donc, par rapport à un actif, on identifie des vulnérabilités et on injecte, grâce à l'analyse de risque, des mesures. Ces mesures, comme j'ai dit, réduisent les risques. Attention, certaines mesures mal implémentées peuvent aussi présenter d'autres vulnérabilités. Donc, il faut toujours, dans le principe d'amélioration continue, toujours challenger sa cartographie, ses actifs et son analyse de risque. J'en ai terminé donc avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous rends la parole, Maria. Merci. Super. Pour ce lien entre l'innovation et le besoin et comment est-ce qu'on fait les premiers pas pour aller vers la protection. Gaëtan Lasserre, la parole est à vous. Quels sont les moyens? Le premier grand outil que toutes les entreprises identifient tout de suite, c'est un brevet, j'imagine. Qu'est-ce que vous allez à nous dire? Oui, il y a beaucoup de moyens. Là, ici, on voit quelques droits de propriété industrielle. Donc, moi, je suis conseil en propriété industrielle au sein du groupe Ypsilon, associé également du groupe. Et voilà, je tiens d'abord à remercier donc l'équipe de Dynamique et le pôle Alpha RLH là, pour nous avoir proposé de faire cette présentation, et notamment Olivier Girel, avec lequel on a beaucoup échangé en amont. Et donc, contrairement à l'approche de Thierry, qui lui est une approche pratique pour protéger les innovations par des moyens techniques, moi je vais m'attacher à protéger les résultats, les fruits de l'innovation, ce
ce qui a débouché sur potentiellement différents types de droits qu'on peut analyser. Là, on manipule, nous, au groupe Y, tous les types de droits et on voit les choses que vous connaissez, la marque, le logo, mais sur la forme même du téléphone portable, il y a eu des jurisprudences sur la protection des modèles. On verra qu'il y a aussi des choses sur les interfaces. Il y a le droit d'auteur, la base de données et les brevets, tout ça, c'est des choses qu'on traite et qui touchent au domaine du numérique. Donc, pour moi, il y a deux types de droits et on verra la différence aujourd'hui entre ces deux types. Il y a les droits qui naissent avec un dépôt et un examen, comme le droit des marques, le droit des dessins et modèles ou des brevets. On va déposer le brevet, il y aura un examen de la validité du brevet qui sera fait par un office ou par plusieurs offices si on l'étend dans plusieurs pays. Et ensuite, on aura le brevet qui sera délivré, comme vous le savez probablement. Il y a d'autres droits qui naissent différemment, comme le droit d'auteur ou le droit sui generis des bases de données qu'on évoquera, et qui sont finalement des droits extrêmement utilisés aujourd'hui. Quand on paye une licence de Word, on paye une licence sur le fondement du droit d'auteur. Donc ça, c'est la décision Apple-Samsung, qui est une décision très importante dans laquelle, en fait, des contrefaçons de modèles, des design patterns, ça se traduit en dessin et modèle en français, hein. Il y a des commentateurs qui peu éclairés qui pensaient que c'était des brevets de dessin, mais non, c'est pas des brevets, c'est des dessins et modèles. Et il y a eu contrefaçon de ce modèle-là de Apple par Samsung, qui a donné lieu à des gros dommages et intérêts. Donc pour montrer que la forme spécifique d'un téléphone peut être source de protection. Mais cette protection du design, elle touche également aujourd'hui beaucoup les interfaces graphiques. Et on a remarqué notamment dans la session de Twitter à Elon Musk que Twitter détenait beaucoup de droits sur des interfaces graphiques spécifiques. Et c'est ce qui a sous-tendu une partie de la valeur de Twitter dans cette acquisition. Pour autant, le dessin et modèle ne protège que le caractère esthétique et le brevet permet quant à lui de protéger les fonctionnalités techniques indépendamment de la manière dont on règle l'ergonomie de l'interface. Pour autant, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas déposer de brevet dans le domaine du numérique ou pour des logiciels parce que il y a une réalité, c'est que les lois, certaines lois, notamment en France et en Europe, le code de la propriété industrielle, là, c'est le CPI, et la CBE, c'est le code, la Convention sur le brevet européen, ont indiqué que ne sont pas considérés comme des inventions les programmes d'ordinateur. Mais à la fin, ils finissent cette liste de choses qui ne sont pas des inventions en indiquant qu'ils sont considérés en tant que tels, ils ne sont pas considérés comme des inventions. Alors, il y a eu beaucoup de jurisprudence pour savoir qu'est-ce que tout ça, ça voulait dire. Et aujourd'hui, les choses sont assez claires. Lorsque un programme d'ordinateur a une implication dans la vie réelle, on considère que ce n'est pas un programme d'ordinateur en tant que tel, mais que c'est une invention mise en œuvre par ordinateur, comme elle pourrait être mise en œuvre différemment. Et donc, elle est potentiellement protégeable, en tout cas pas exclue de la brevetabilité. Et la même chose s'analyse un peu de manière similaire aux États-Unis aujourd'hui avec les jurisprudences qui forment la loi. Hein. La loi américaine, c'est de la common law, donc c'est de la loi qui est beaucoup générée par la jurisprudence, et ce sont les jurisprudences Alice Mayo qui permettent d'exclure les inventions de nature abstraite et avec tout un test qui permet de laisser passer quand même un grand nombre d'inventions dans le domaine du logiciel qui ont un caractère technique. Si je prends quelques exemples, par exemple la plus grosse décision dernière, la G119 à la Grande Chambre de recours à l'Office européen des brevets, était une méthode de simulation des mouvements de foule dans un bâtiment. Donc on a dit on simule les mouvements de foule dans un bâtiment, c'est pas technique, ça n'a pas d'implication réelle, donc exclu de la brevetabilité. C'est monté jusqu'en grande chambre de recours où ils ont dit oui mais attendez, en simulant les mouvements de foule dans un bâtiment, je peux prédire la position optimale des issues de secours. Et ça c'est technique parce que ça permet de sauver des gens. Donc la position de la grande chambre de recours était de dire il y a des éléments techniques potentiels si on le revendique en indiquant comment on peut positionner les issues de secours grâce à cette simulation. Donc on peut surmonter cette objection pour peu qu'on arrive à démontrer l'effet dans la vie réelle. Quelques cas sur des réseaux de neurones. Un réseau de neurones qui servait à monitorer
les signaux cardiaques pour détecter les fausses alertes. Alors, dans cette décision, il y avait tout un moteur d'IA très complexe. Euh, et, euh, et on a considéré dans cette décision-là qu'effectivement, le brevet n'était pas exclu de la brevetabilité, le brevet a été délivré et maintenu grâce à cette implémentation spécifique de ce moniteur cardiaque. Alors j'ai passé tous les exemples sur comment est-ce que tout ça s'était calculé, mais en tout cas c'est considéré comme quelque chose de technique et donc ça a été breveté. Dans une autre décision, il y a une solution qui avait été proposée utilisant l'IA pour enregistrer les consultations ou les interventions de chirurgiens et pour à la fin pouvoir faire directement un compte-rendu médical sur la base de ces éléments. Beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui du speech to text. Et là, dans cette décision, on a considéré que c'était en fait un programme d'ordinateur considéré en tant que tel, et donc exclu de la brevetabilité, car il faisait en plus appel à une intervention humaine pour corriger un certain nombre de choses. Et on voit que là, fournir un compte-rendu de consultation, c'est pas quelque chose de technique. À la fin, ce compte-rendu permet pas de commander une machine, de positionner les issues de secours, de détecter s'il y a un humain qui est en train de faire une crise cardiaque, etc. Donc, exclu de la brevetabilité dans ce cas. Effectivement, il y a une frontière qui existe, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir, mais on arrive aujourd'hui à faire quand même la part des choses sur les inventions protégeables ou non par le système du brevet, et il y en a encore beaucoup, c'est la plupart de mon travail, de protéger ces innovations par le mécanisme du brevet. Voilà, là c'est la décision qui conclut qu'il y a absence d'activité inventive parce que c'est identique à un simple ordinateur, les étapes restantes. Pour autant, ce qui est intéressant et ce qui évolue beaucoup aujourd'hui, c'est la perception qu'on a des autres droits qui touchent les inventions dans le domaine du numérique, et notamment le droit d'auteur. Il y a eu une grande période où on a dit, bon, on ne peut pas déposer par brevet parce qu'on a mis dans la loi que les programmes d'ordinateur ne sont pas protégeables en tant que tels. Et donc, du coup, on s'est rabattu sur d'autres fondements juridiques, et notamment le droit d'auteur, et on a considéré que la manière dont on écrit un code source peut démontrer une originalité et fait naître du coup un droit d'auteur. Le problème qu'on a, c'est que le droit d'auteur, il naît à la création. Au moment où on code l'application, il y a un droit d'auteur qui se crée automatiquement. Et quand on agit sur le fondement de ce droit d'auteur, on a besoin de deux choses: à démontrer une preuve de possession du droit d'auteur à une date certaine, ce que expliquera après Thomas avec les moyens de l'APP notamment, et on a besoin de démontrer qu'il existe une originalité sur ce code source. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, cette démonstration de l'originalité, car les 6 dernières jurisprudences françaises qui traitent de cette question, là je vous en ai mis une qui explique. Donc si on prend cette décision, vous allez voir, c'est une décision qui a plus d'1 an, et dans cette décision, pour conclure qu'il y a une contrefaçon de droit d'auteur, la première chose qu'on va faire, c'est rechercher s'il y a effectivement un droit d'auteur sur ce code source. Donc on dit il y a des choix opérés qui vont au-delà de la simple logique mécanique. Effectivement, il y a des éléments qui démontrent un caractère propre marquant l'empreinte des auteurs. Et tout ça, ça démontre qu'il y a un droit d'auteur. Je vous ai passé un grand nombre d'attendus. Et ensuite, on regarde s'il y a contrefaçon. Et on va regarder, dans ce cas-là, Tracing a repris les mêmes principes de recherche, certaines lignes de programme du code source propre à Connex se retrouvent dans le programme de Tracing. Bon, là, ça démontre qu'il y a reproduction de quelque chose qui avait une empreinte personnelle des auteurs, un caractère propre, et donc qui avait fait naître un droit d'auteur. Et il y a pu avoir contrefaçon. Seulement, le problème de cette mécanique-là, c'est qu'elle nécessite d'aller très profondément dans le détail du code source. Et aujourd'hui, avec la complexité des codes, c'est de plus en plus dur de pouvoir faire cette analyse. Et si bien que les 6 dernières jurisprudences françaises dans lesquelles un demandeur a attaqué sur le fondement de la contrefaçon de son droit d'auteur sur des codes sources, les 6 ont perdu pour défaut de démonstration de l'originalité. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose et ce qu'on trouve une pratique extrêmement importante, et ce qu'on conseille de plus en plus, c'est de documenter cette originalité
après la rédaction des codes sources pour lesquels vous pensez qu'il y a une originalité. Parce que si vous développez votre business model sur la base d'un modèle de licensing, où vous faites un peu comme Word, vous licenciez des codes sources, il est important quand même que vous sachiez si effectivement ces codes sources possèdent un droit d'auteur, parce que sinon les tiers peuvent récupérer ces codes sources sans contrainte. Donc le code source, effectivement, on doit démontrer cette originalité. Il sert aussi, ce droit d'auteur, pour la structure des bases de données, et il existe un autre droit qui s'appelle sui generis, qui permet de protéger le contenu de la base de données. Bon, compte tenu du temps, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce droit, mais ce droit, il nécessite également, à l'instar du droit d'auteur, de démontrer, pour le coup, pas une originalité, mais on doit démontrer un investissement, mais c'est le même principe, ça n'est sans dépôt, et il y a un gros travail aujourd'hui qui se développe dans la documentation de ces investissements. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, puis je pourrais revenir sur le cas du Bon Coin, enfin des gens qui se protègent avec ça. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Gaëtan. J'ai une question peut-être, mais Oui. je laisserai peut-être Thomas dérouler, ou enfin, vous me dites. Une entreprise, quand on parle de la notion open source, par Oui. rapport à ce que vous venez de présenter, comment est-ce que ça se situe en fait? Alors ça peut faire le lien avec ce que propose effectivement l'APP, mais l'open source, il pose beaucoup de problèmes, enfin, pose plein d'avantages, permet plein d'avantages au développement du code source, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et moi, personnellement, en tant que développeur, j'adore utiliser des codes sources. Le problème, c'est quand on commence à vendre des solutions qui intègrent des codes sources, il y a des obligations légales et il y a des contrats associés à tous ces codes sources qu'il faut analyser. Donc ça pose un gros travail de ce côté-là pour savoir ce qu'on peut faire. Mais en dehors de ça, le code source, en tant que tel, même si on s'est basé sur de l'open source, peut faire naître un droit d'auteur. Et c'est du moment qu'on a fait une originalité dans ce qu'on a codé sur la base du code source, on peut très bien être possesseur de droits d'auteur et être dans un système open source. Donc, cela n'exclut pas. Merci beaucoup. Non. Je vous laisse la parole, Thomas, pour continuer. Donc, l'APP, comment est-ce que vous intervenez et quels sont d'autres moyens de protection de nos actifs numériques? Alors oui, donc bonjour, je suis Thomas Cavassès, donc je suis juriste en propriété intellectuelle et en droit du numérique au sein de l'Agence pour la protection des programmes. Donc l'Agence pour la protection des programmes est une association qui a pour vocation d'aider les entreprises ou les personnes physiques à protéger leurs actifs numériques et à les valoriser. En sachant qu'une grande partie, voire la quasi-totalité de notre travail se focalise sur les logiciels. Donc, comme on a pu le voir, les droits de propriété intellectuelle vous permettent d'obtenir un certain monopole. Donc, on a les droits de propriété, industrielle qui nécessitent un dépôt avec un examen, et les droits de propriété intellectuelle qui n'en nécessitent pas, qui naissent à la création. Essentiellement, donc on l'a vu, il y a des cas où les logiciels peuvent être brevetés, mais dans la majorité des cas, ce sera le droit d'auteur qui viendra s'appliquer et qui viendra protéger. Petit problème dans ce cas-là, comme cela ne nécessite aucun dépôt a priori, il y aura un problème de difficulté de la preuve. C'est-à-dire que vous allez avoir votre logiciel, mais il faudra prouver qu'il a été créé à une date certaine. Il faudra aussi prouver, donc ça fait partie des critères du droit d'auteur, vous devez avoir fixé l'œuvre sur un support, donc il faut prouver l'existence matérielle de l'œuvre et l'originalité. Donc, l'APP a voulu développer une solution qui est le dépôt probatoire. Il s'agit d'un horodatage qui va un peu plus loin que le simple horodatage, car en fait, vous téléversez directement, alors ça peut se faire en numérique ou en physique, mais vous téléversez directement les éléments qui composent le logiciel. Donc, on va parler de code source dans la plupart des cas, mais on peut aller plus loin et vous le verrez après. Il faut savoir que ce dépôt probatoire a plusieurs objectifs. Alors, à l'origine, il devait aider les sociétés et les personnes physiques à protéger leurs œuvres, mais avec le temps et
les innovations et les investissements qui se sont faits, on s'est rendu compte que c'était aussi un outil de valorisation. Donc, il vous permet d'avoir une date certaine, il vous permet de prouver matériellement l'existence de l'œuvre, d'avoir une titularité des droits déclarés. Ce n'est pas le dépôt probatoire reste du déclaratif, donc ce n'est pas comme si vous enregistriez votre droit. Mais il permet aussi, par exemple, dans le cas de levée de fonds, de démontrer aux investisseurs la volonté que vous avez de protéger vos actifs et de mettre en place des systèmes de sécurité, des systèmes qui vous permettent de vous défendre. Alors, que déposer L'APP accepte tous les dépôts sous forme numérique. Comme je vous dis, on se focalise essentiellement, et la plupart de nos membres, même la quasi-totalité, ne déposent que du logiciel, mais vous pouvez vous pouvez déposer tout ce qui est numérique. Bien entendu, il y a des éléments qui vont être plus intéressants que d'autres à déposer. À savoir, un logiciel, cela va être plus intéressant. Mais pour ce qui est d'autres éléments, il y a d'autres associations en France qui vous permettent qui proposent ces dépôts-là pour d'autres œuvres, comme des livres, par exemple. Donc, le plus intéressant est de se rapprocher de l'association qui vous aidera le plus possible. Alors, comment le dépôt fonctionne? Il y a plusieurs étapes, donc il y a plusieurs éléments à déposer. Donc, à savoir le code source, qui reste l'élément fondamental pour lequel vous allez réclamer une protection. Les bases de données, comme on a pu le voir, la structure de la base de données peut être déposée du droit d'auteur, mais vous pouvez aussi déposer les éléments qui sont à l'intérieur. Ça vous permet de fixer directement dans le temps ce qui compose la base. Pour la question de l'originalité, comme on a pu le voir précédemment, nous conseillons, et parler on parlait de documenter justement et d'avoir un maximum d'éléments qui permettent de prouver cette originalité. On a tendance à vouloir parler de tous les travaux préparatoires, toutes les maquettes, le cahier des charges s'il y en a un. Ce sont des éléments qui vont venir appuyer l'argumentaire sur l'originalité. Vous pouvez déposer l'interface graphique si vous estimez que la charte graphique peut être protégée. On a remarqué qu'il y a certains logiciels et certains groupes qui utilisent une même charte graphique, donc ça peut être extrêmement intéressant de la déposer. Et il y a certains cas dans lesquels on conseille de déposer aussi tout ce qui est compilateur, tout ce qui va permettre en fait au logiciel de fonctionner. Alors c'était dans des cas un peu plus poussés que le simple dépôt probatoire, mais ça peut être conseillé. Alors, comment le dépôt fonctionne concrètement? Donc, chez nous, au sein de l'APP, vous vous inscrivez à partir du site, vous avez accès à un espace membre et vous avez plusieurs types de dépôts. Alors, généralement, dans 90% des cas, c'est le dépôt standard, c'est un dépôt purement déclaratif qui est réclamé. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, vous remplissez quelques formulaires d'information, le nom, la version, la date de version, ce qui peut être très intéressant car un logiciel évolue régulièrement. Une innovation, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, donc le but est de garder quand même une régularité et d'avoir un portefeuille d'actifs qui soit quand même le plus clair possible. Vous transférez les éléments sur nos serveurs. Tout est chiffré, sécurisé, sachant qu'on accorde une grande importance dans le fait de maintenir tous les dépôts en France. Donc, ce sont sur des serveurs qui sont propriétaires, que ce soit pour les dépôts numériques ou alors dans les entrepôts en France, pour les dépôts physiques. Vous scellez votre dépôt et vous obtenez un certificat. Ce certificat reprend les éléments principaux dépôt, à savoir le nom de l'œuvre, la version, la date de dépôt, les éléments sur le titulaire de droit et un numéro IDDN, c'est un numéro d'identification interne que l'on utilise nous. Ce certificat de dépôt est utile en premier pour à la fois, on va dire, par exemple, prenez l'exemple d'une levée de fonds, démontrer que vous avez mis en place des processus pour protéger vos actifs, et il peut vous être utile en cas de litige, en première étape, en cas d'envoi de mise en demeure. Si cela va plus loin, il faut se rapprocher de nous pour pouvoir obtenir l'accès à votre dépôt. Donc,
Le certificat fonctionne. Alors, on a tendance à dire que le certificat fonctionne sur tous les pays qui sont signataires de la Convention de Berne. Il y en a plus de 180. Mais il y a des petites subtilités, à savoir que en Europe, il vous sera plus facile d'utiliser ce certificat de dépôt, cette preuve. Mais il y a certains pays où il est fortement conseillé de déposer dans des offices nationaux. Par exemple, si on prend le cas des États-Unis ou le cas de la Chine, on conseillera toujours aux membres de déposer, s'ils souhaitent avoir des activités commerciales dans ces pays, de déposer dans les offices nationaux. Donc pour le dépôt physique, c'est le même élément. Hein. Vous passez par votre espace membre, vous envoyez des supports, nous scellons et nous archivons ces supports en physique. Encore une fois, c'est uniquement dans les cas où les dépôts sont trop élevés. Donc généralement, s'il y a des bases de données extrêmement volumineuses, ce sera dans le cas d'un jeu vidéo, par exemple, qui peut avoir qui reste très volumineux. En dessous de 10 gigas, ce qui est le plus commun dans le domaine du logiciel, on conseillera le dépôt numérique pour des raisons de sécurité et aussi pour maintenir le dépôt dans le temps, le plus longtemps possible. Il faut savoir que les sociétés, beaucoup de sociétés, les grosses, qui ont leur propre service juridique, le font d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent, elles font leur dépôt et gèrent leur liste de dépôts toutes seules. Pour les plus petites sociétés, c'est souvent l'avocat ou le conseiller en propriété industrielle qui, à travers son compte, créera le compte de son membre et viendra déposer en tant que mandataire. Cela a beaucoup d'avantages dans le sens où le dépôt est une meilleure gestion. C'est plus facile pour le CPI de gérer ces éléments-là que pour la société. Ça permet d'avoir de meilleurs conseils et d'avoir directement l'avocat qui peut nous contacter, le conseiller juridique qui peut nous contacter pour avoir les accès au dépôt en cas de litige. Donc, à titre d'exemple, il y a une affaire de 2021, donc l'affaire Générix, où un ancien employé avait quitté la société en partant avec des codes, a décidé de monter sa propre société et d'utiliser ces éléments qu'il avait appris pour, on va dire, voler des clients. L'avantage dans ce cas-là, c'est que la société est directement venue nous voir, donc ils ont mis en place des mises en demeure, il n'y a pas eu d'évolution, et c'est le dépôt, la présentation du dépôt devant le juge, avec une expertise technique, qui a permis de démontrer l'existence de l'œuvre, la date de sa création, ou plutôt la date de son dépôt, et d'obtenir les dommages et intérêts. Donc, on a tendance à avoir pour les plus jeunes sociétés, généralement, une rationalisation des coûts, et les coûts juridiques sont généralement mis de côté. Nous, ce qu'on aime à rappeler, c'est savoir que un coût actuel peut vous permettre de vous protéger de coûts supplémentaires plus tard. Donc, en cas de contrefaçon, la difficulté de démontrer, comme on a vu, l'originalité et la technicité des codes sources et du droit du logiciel ont amené une espèce de, non pas d'insécurité juridique, mais des difficultés à obtenir une protection. Donc, il est plus intéressant de se protéger en amont plutôt que de réagir à la dernière minute et de se retrouver coincé ou de perdre un procès alors que vous êtes légitime à le faire. Donc, c'est important de rappeler que il faut en permanence cartographier, comme on a vu en première partie, tous ces éléments, tous ces actifs numériques, garder un certain suivi, former le personnel qui est au contact, et pas seulement le personnel juridique. Il faut aussi apprendre aux développeurs d'une société comment fonctionne, par exemple, on parlait tout à l'heure, l'open source, pour ne pas qu'ils prennent de risques ou qu'ils mettent en place des processus qui ne sont pas carrés. Mettre en place des stratégies de protection qui permettent à la fois de se protéger, mais aussi de se valoriser. À savoir, l'APP ne propose pas que le dépôt probatoire. Nous avons d'autres éléments, par exemple, l'entiercement, qui est une mise sous séquestre, qui vous permet de gérer le risque lorsque vous contractualisez avec un client et que vous lui offrez une solution numérique. Ou encore des audits automatisés qui vous permettent de cartographier
savoir si vous êtes correctement protégé, on parle de cybersécurité, mais aussi savoir si vous n'avez pas abusé de l'open source de manière à vous faciliter les choses, ce qui est tout à fait normal de nos jours. Il n'existe aucun code qui soit complètement développé from scratch, il y a toujours de l'open source. Donc il faut toujours bien s'encadrer et avoir des outils qui sont nécessaires. Et le dépôt probatoire, bien, qui vient vous aider à démontrer que vous êtes bien titulaire de droit et à vous protéger, en sachant que ça reste un dépôt probatoire. Donc ça ne vous est pas utile que dans un cas de défendre vos droits d'auteur. Cela peut être aussi utile, comme on l'a vu précédemment, donc pour tout ce qui est concurrence déloyale, parasitisme, ou sur des fondements plus classiques. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ces explications et donc déjà des premières idées de passage à l'action, par où on peut commencer déjà quand on démarre et on découvre les enjeux dont on a parlé aujourd'hui. Nous avons une question dans le chat. Peut-on mettre le dépôt à jour régulièrement ou chaque avancée notable fait l'objet d'un nouveau dépôt? Chaque avancée notable fait l'objet d'un nouveau dépôt. Donc, nous invitons nos membres à déposer à minima une fois par an, en sachant que nous avons des membres qui déposent une fois par mois, et nous avons même mis en place pour les startups, pour nos startups qui sont inscrites sous ce titre-là, un dépôt automatisé, c'est-à-dire qu'il est directement relié au repository, et le dépôt est fait selon la fréquence du membre, donc une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais nous conseillons toujours de mettre à jour, et tous les dépôts sont protégés, tous les dépôts sont stockés, donc c'est un nouveau dépôt que vous faites. Parce qu'en fait, par exemple, comme on le voyait, si jamais vous avez un litige sur une version précédente, il faut pouvoir y avoir accès. Et dans le cadre d'une commercialisation, si jamais vous mettez à disposition d'une autre société une solution numérique et qu'il y a une demande d'entièrcement, donc une mise sous séquestre, il est possible que tous vos clients n'aient pas accès à la même version en fonction des contrats qui sont passés. Donc nous stockons et nous archivons absolument tous les dépôts. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question pour vous. Pour APP, quel est le coût de votre prestation? Alors, les coûts varient en fonction. Nous avons des coûts qui sont mis en place pour les personnes physiques. Donc, ça va être un développeur seul, une autre entreprise. Donc, c'est à peu près 264 €. Il y a un abonnement annuel qui vous donne accès au service et qui vous permet de stocker et d'archiver vos dépôts. C'est ce qui va financer cette partie-là. Donc, c'est 264 € pour les PTC, pour les personnes physiques. C'est 830 € hors taxe par an pour les sociétés, en sachant qu'il y a des offres en fonction du fait que si vous êtes une start-up, selon les critères qu'on a mis en place, ou si vous venez, si c'est votre mandataire qui est inscrit chez nous, il y a des réductions qui sont mises en place. Et après, chaque dépôt a un coût ponctuel. Donc, le dépôt standard, ce sera 195 € par dépôt. Et on a des dépôts plus avancés, comme le dépôt vérifié, qui est à 800 € avec un procès verbal, et un dépôt contrôlé, où là, il y a vraiment un expert technique qui vient vérifier des éléments comme l'environnement d'installation et le respect du cahier des charges, où là, c'est sur devis en fonction du travail qu'il va devoir faire. Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions dans le chat. Peut-être un mot de conclusion. On espère entre analyse des risques, détection du périmètre des actifs protégeables et puis les différents moyens. Les entreprises que nous accompagnons beaucoup, aussi des entreprises industrielles, n'ont pas peut-être aujourd'hui la stratégie en tête, ou c'est pas très clair vraiment les premières étapes de mise en place. Peut-être qu'ils ont une première ressource de développement en interne et ainsi de suite. Quels sont vos conseils pour bien s'entourer et est-ce qu'il faut mettre en place une équipe projet en interne? Peut-être une question pour vous, Thierry. Comment un dirigeant peut voilà, s'assurer de bien avoir toutes les chances de son côté? Alors, pour ma part, avant de parler sécurité de l'information, le premier des chantiers, c'est la cartographie des processus. Bien comprendre ces processus, les inputs, les outputs. Déjà, pour ma part, on ne peut pas parler de sécurité de l'information si on n'a pas décortiqué ce qui fait l'ADN d'une organisation.
Ce qui, Donc un petit peu un diagnostic des processus, la cartographie qui peuvent aussi être faits peut-être grâce à des intervenants dans le cadre de différents programmes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire un processus, on va, là, on est plus sur de la qualité, du système de management de la qualité, mais on peut très facilement, avec une simple feuille PowerPoint, vous mettez au cœur le processus, vous découpez le processus en activités, en phases. Vous mettez à gauche les inputs, les outputs, les parties prenantes, et déjà quand on commence à avoir cette vision formelle de comment fonctionne l'entreprise, on peut greffer beaucoup de choses. On peut greffer un système de management de la qualité, un système de management de la sécurité de l'information, un système de management de l'environnement ou un système de management de l'innovation. C'est vraiment voilà, de bien cartographier ces processus, de comprendre comment ils fonctionnent. Et aussi, très important, d'avoir un responsable de processus. Il faut qu'il y ait un pilote. Tout à fait. J'ai une question intéressante dans le chat. Ce serait la dernière. Est-ce qu'un code généré par une IA peut être déposé, ou alors il faut indiquer les parties de code qui ont été générées par une IA? Alors là, cette question est bien plus déposée. Alors, déposer, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le dépôt est déclaratif. Donc, nous ne vérifions pas les conditions d'originalité, ce sont des conditions qui sont vérifiées au moment du litige. Donc, nous n'intervenons pas dans la vérification. Maintenant, les questions qu'il faut se poser, ce sont des questions purement juridiques et non pas techniques en termes de dépôt. Peut-être que Gaëtan peut répondre. Oui, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un droit d'auteur sur un code généré par IA? On n'a pas encore la réponse devant les tribunaux. Par contre, on a des réponses dans d'autres domaines. C'est pas du code qui avait été généré par IA, c'était des images. Et donc, il y a eu des jurisprudences aux États-Unis et en Chine sur une image générée par IA. Est-ce qu'il y a un droit d'auteur ou pas sur cette image? La position américaine était de dire non, et la position chinoise était de dire oui. La position chinoise se défend par rapport au prompt et à la stratégie qui avait eu lieu de prompter, de sélectionner les différentes images avant de définir laquelle était la bonne, même s'il y a au milieu un outil qui a été utilisé. On sait aujourd'hui que même s'il y a un appareil photo qui est utilisé pour générer une photographie, il y a quand même un droit d'auteur dans un grand nombre de cas qui peut être reconnu même pour un artiste qui prend une photo. Donc c'est un outil au milieu d'une vision. Ok, donc là, c'est la position chinoise. La position américaine a considéré que les éléments fournis par l'humain étaient trop peu existants pour justifier d'un droit d'auteur. Donc on peut imaginer que c'est à peu près la même position qu'on peut suivre pour la génération de code par une IA, et probablement qu'aujourd'hui, il y aura des visions qui vont s'affronter. Tout va dépendre beaucoup de ce qu'on va pouvoir argumenter comme étant les inputs, les outputs. Donc très important, le pilotage de sa stratégie comme a présenté Thierry, l'organisation de la preuve comme a présenté Thomas, et une vision un peu transverse des actifs comme on peut le faire chez Epsilon. Donc c'est pas une question simple. Mais aujourd'hui, la meilleure manière d'être protégé si on utilise du code généré par IA, c'est encore de démontrer bien le processus et d'avoir des preuves solides de quelles sont les interventions humaines dans ce processus si on doit démontrer du droit d'auteur. Si vous voulez, pour conclure, il y a peut-être une chose, pour rebondir sur votre question, Maria, par rapport aux entreprises qui n'ont pas encore défini la stratégie, etc. La France a quand même à cœur de développer toutes ces stratégies. On voit avec les normes comme a présenté Thierry. Mais il y a aussi beaucoup de financements qui existent quand même sur tout ce dont on vous a parlé. Je pense notamment, il y a un mécanisme de la BPI qui s'appelle le diagnostic stratégie propriété intellectuelle. Si vous voulez, je vous mets le lien ici. Mais dans les choses dont on vous a parlé, il y a un grand nombre de choses qui peuvent rentrer dans ce mécanisme, et ça permet d'obtenir un financement de 80% en subvention directement, non remboursable, sur un certain nombre d'audits. Donc effectivement, on fait appel à des notions aujourd'hui qui touchent peut-être pas votre quotidien et auxquelles on ne veut pas se confronter. Seulement nous, on voit tous les cas où des choses n'ont pas été bien faites, et on se dit ce serait tellement dommage quand on a une belle société, des belles innovations, de ne pas les avoir tracées correctement ou protégées correctement ou redatées correctement. Mais il y a des mécanismes d'aide qui font que c'est pas si lourd que ça pour une entreprise. Très bien, voilà. Un mot de la fin.
pour pointer l'importance de ce sujet. Et merci à nos 3 intervenants pour vos présentations très intéressantes. J'ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi, et que nous avons répondu à vos questions. Si jamais vous avez des sujets en lien avec les discussions d'aujourd'hui, vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, vous revenez vers nous et vous aurez ensuite par mail le lien vers les présentations et aussi le replay de cette séquence. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous dis à une prochaine édition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à Merci, vous. au revoir.